Moonface, mon objectif fétiche. Eric, mon jeune frère adoré, à feu et à sang. Mourir sous les bombes, voir ma mort venir. Le deuil du monde, le sang des guerres. Essayer d'oublier. Je m'appelle Christine Spengler. Je suis française, élevée à Madrid. Je suis correspondante de guerre. Mon thème depuis des années est le deuil du monde que je photographie en noir et blanc. Mais paradoxalement, le fait d'avoir côtoyé la mort m'a appris à découvrir la beauté de la vie. Et parallèlement à mon métier de reporter, je fais aujourd'hui des images oniriques et baroques, pleines de lumière, qui sont un hommage à la vie. Au fond, je suis comme les arènes de mon enfance à Madrid, moitié ombre, moitié lumière. Lorsque j'étais petite, à Madrid, rien ne me prédisposait à la photographie. Toute petite, déjà, je voulais être écrivain. Et ce n'est qu'à l'âge de 23 ans, à la mort de notre père, que mon jeune frère Eric et moi avons décidé de faire un grand voyage au monde pour peut-être ne plus revenir, pour oublier le deuil. Et là, c'est tout à fait par hasard qu'Eric et moi avons été faits prisonniers et pris dans la rébellion des Toubous au Tchad. Eric était photographe de mode. Je lui ai dit, prête-moi un de ces appareils magiques. Je veux témoigner pour ces gens. Je veux être utile, faire quelque chose. Et ma vocation est donc née en quelques secondes, je m'en souviens très bien, à l'instant précis où j'ai vu ces rebelles, ces combattants Toubous tirer pieds nus contre les hélicoptères français. J'ai dit à Eric, sur le chemin du retour, lorsque je fais ce métier, j'oublie mon corps, je ne pense qu'aux autres, je n'ai jamais froid, je n'ai jamais chaud, je n'ai pas peur, j'escalade des montagnes et je lui ai dit, je crois que je veux être correspondante de guerre pour témoigner des causes justes. Je laisse donc Eric à Paris et je pars toute seule en Irlande du Nord, qui était à feu et à sang. Et là, je fais la photo célèbre, Carnaval à Belfast, cette photo ludique où l'on voit des enfants coiffés de petits chapeaux de carnaval qui meurent de rire en étant fouillés par les soldats anglais, puisque ce sont toujours les enfants en Irlande qui transportent les bombes et les cocktails Molotov. Moi, je l'ignorais. La photo fait immédiatement le tour du monde. Je suis publiée dans Life Magazine et Raymond Depardon m'envoie un télégramme. J'étais déjà au Bangladesh et il me dit « Ça y est, félicitations, tu fais partie de la tribu ». Après, je fais le grand saut au Vietnam. La vraie guerre. J'arrive à Saigon à minuit, toujours avec mon seul appareil photo, mais forte de ces publications d'Irlande du Nord dans le monde entier. Arrivé à l'hôtel Continental, je dépose ma petite valise. Je me dirige dans l'immeuble vétuste éclairé au néon de la Associated Press où déjà étaient accrochées les 53 photos des 53 premiers photographes morts au Vietnam. Et je vois en effet, courbé en deux sur une table de négatifs, avec sa loupe, cet homme si important pour lequel j'étais venue, le grand Horst Fass, 2 fois prix Pulitzer et patron de toute l'agence pour toute l'Asie. Et je lui dis 3 fois depuis l'entrée, « Hi sir, I want to go to the front tomorrow ». Il me regarde à la 3e fois, examine mon visage de poupée japonaise et me dit « Mais baby, rien de plus facile ». Et là, il ouvre une armoire immense qui contenait plein de Nikon cabossés
ayant appartenu au photographe mort. J'enfile une grande veste de combat trop grande pour moi, une paire de bottes, et il me met autour du cou 3 appareils photo. Il m'a dit, si tu rapportes de bonnes photos ce soir, tu auras le job. Et je me souviens, quand je descends dans l'escalier, je me retourne vers lui et je lui dis, Horst, monsieur, soyez gentil quand même, dites-moi au moins quel genre de photo vous aimeriez que je vous rapporte ce soir pour avoir le job. Il éclate de rire et il me dit, baby, c'est très facile. Nous venons de sortir de l'année du rat pour entrer dans l'année du buffle. Si tu réussis à m'illustrer ça, tu auras le travail. Et là, je me trouve toute seule face à mon destin. Toute la journée, je photographie, je grave sur la pellicule les scènes naïves et surréalistes avec cet œil vierge que j'ai. Et je vois aussitôt, je découvre que dans la guerre, ce qui est important, ce n'est pas la mort, ce sont les survivants. Et puis, toujours pas de traces de buffle ni de rat. Lorsque je rentre le soir avant l'heure de couvre-feu, juché, je me souviens, sur un camion de semoule de la Croix-Rouge qui avait bien voulu me prendre en stop. Tout d'un coup, j'ai le choc. La photo, qu'est-ce que je vois? Un camion militaire qui s'était arrêté parce qu'un enfant soldat coiffé d'un casque sur lequel il avait écrit « Fuck the Viet Cong », au diable Viet Cong, avait exprimé le désir de nager dans un marais boueux. Et juste à l'instant où j'allais photographier l'enfant mourant de rire, je vois rentrer dans mon champ un pesant buffle qui n'est autre, j'allais le découvrir, que l'animal domestique du Vietnam. Je prends une photo à mon habitude, je n'en fais jamais plus de 2 ou 3, jamais. Je rentre à Saigon, je la donne à Horsfast. Lorsque je reviens 2 heures après, des géants bardés d'appareils photo, avec des gilets pare-balles et coiffés de casques, me félicitent dans le hall de la Associated Press et me disent « Mais c'est toi la nouvelle, c'est toi la photo du buffle, Moonface. Félicitations, tu as demain la couverture du New York Times. Il t'attend là-haut pour ouvrir une bouteille de champagne. » C'est ainsi que je débutais à Saigon. Ma vie là-bas s'interrompt un jour terrible à 6 heures du matin lorsque je reçois dans ma petite chambre de l'hôtel Continental un télégramme bleu. J'ai détesté le bleu pendant des années à cause du télégramme m'annonçant le suicide d'Éric, mon jeune frère adoré, à Paris. Le monde entier s'éteint, je perds le sens de la couleur, subitement, la plus grande punition pour un photographe. Mon deuil est si profond. Je m'habille en noir, je me coupe les cheveux à la Jeanne d'Arc et je téléphone à Paris pour dire qu'on m'attende parce que je veux revoir le visage d'Éric. La présence de Spengler, qui est quand même pas banale, je pense que c'est une des rares filles comme ça qui se mettent en scène. Et puis on sent très vite l'histoire, la guerre. Alors il y a un grand respect en même temps qu'une sorte de jubilation. C'est quelqu'un qui provoque des réactions absolument extrêmes. Et moi j'aime bien les gens comme ça qui agissent d'une manière un peu théâtrale. Alors peut-être que ce côté aussi très fardé, très icône,
si son frère était photographe de mode, il y a peut-être ça aussi qu'elle a envie de perpétuer. Peut-être qu'elle avait probablement pas d'ailleurs la même apparence avant. Moi j'aime bien l'idée de ce deuil en couleur finalement qu'elle porte tout le temps. Et de toute manière, les deux, je ne sais plus qu'est-ce que... C'est Boltanski qui disait que qui dit que si on aime la vie, on aime forcément la mort, c'est la même chose, quoi. Moi, je dis pas que c'est un amour morbide de la mort, mais c'est quelque chose qu'elle regarde en face. À chaque retour de reportage, au lieu de faire des autoportraits de mon visage, je fais des autoportraits de mes pieds. C'est venu comme ça, quand j'étais dans le deuil, juste après la mort d'Éric, que j'avais envie de mourir moi-même sous les bombes en exerçant le plus beau métier du monde, je me disais toujours en voyant mes pieds le soir, la dernière vision qu'on a en se couchant, c'est ça que verront mes amis lorsque je mourrai sur une route au Liban ou ailleurs. L'image de mes pieds, même vernis, me renvoyait à ma propre mort. Je ne pouvais plus dormir. 3 jours après l'enterrement d'Éric en Alsace, je jure de ne jamais y revenir, car je veux oublier sa tombe et sa mort. J'envoie un téléx à Orphaz et je lui annonce que je reviens à Saïgon le lendemain. Là, dans le même bureau, il m'annonce qu'il a trouvé un job pour moi. Il me dit, je sais ce qu'il te faut. Il te faut pour oublier cette douleur, une douleur plus grande. Tu pars demain matin à Phnom Penh, encerclé par les Khmers rouges, et tu vas diriger le département photographique de Phnom Penh, sans cesser bien évidemment de faire tes photos. Je pense que cette photo n'est que le 10 millième de l'horreur et de la souffrance de ce matin-là dans le ciel livide de Phnom Penh, car il manque le hennissement des chevaux qui se cabraient dans la fumée, le cri des femmes et des enfants qui cherchaient à s'échapper de cette jungle de feu, et surtout cette odeur de la mort dont j'essayais de me débarrasser chaque soir en jetant mes habits par terre dans les couloirs de l'hôtel royal à Phnom Penh, et je tapissais toujours ma chambre, comme je fais encore aujourd'hui, de tubéreuses, afin de pouvoir contrecarrer cette odeur de la mort. Je crois que la photo est bonne. Allez, Christine. Alors, voyons. On va voir. Voyons. La petite fille d'Iran. Voilà. Ça, c'est la nouvelle version, alors. Ça, c'est la nouvelle version. Plus foncé, comme on disait. Ah, ben oui, là, tu as réussi. Bravo. Ah, ben voilà. Allez. Hein? Bravo. Noir. Regarde le détail La dans les densité des fleurs là, Ouais. des glaïeuls, Ouais. en symbole, comme tu sais, des martyrs. Ce jour-là, à Téhéran,
après l'arrivée de Khomeini en 79, c'était le premier anniversaire de la Révolution, l'anniversaire de la femme. Et ce jour-là, elles avaient revêtu le tchador pour Khomeini et des milliers de glaïeuls avaient été jetés du haut des hélicoptères sur le cimetière de Behesht et Zahra en souvenir des martyrs. Et c'est pour ça que moi, tu le sais, je vais toujours avec des fleurs à la maison, Oui. des glaïeuls blancs et des œillets rouges. Et ce qui est extraordinaire dans cette photo que tu as tellement bien fait ressortir, c'est ses yeux partout. Et ce fameux regard frontal dont on a parlé, puisque tu sais que mon grand orgueil est de ne jamais avoir volé une photographie. Bon, ben félicitations. Ah oui, tu la repiques et on l'envoie. Celle-là, elle est pour le musée de Barcelone. Après les 10 ans passés entre Paris et Téhéran, je vais à Beyrouth. Et là, je suis faite prisonnière en 82 par un groupe de combattants terrifiants, les combattants morabitoun, qui surveillaient le passage de la mort. Moi qui n'ai jamais peur, j'avais quand même chaque fois des frissons en les voyant, torse nu, avec leurs bandes rouges, leurs dents de tigre autour de cou. Mais le jour de mon anniversaire, je suis arrêtée parce que j'ai commis une erreur. La seule erreur que j'ai jamais commise dans la guerre et que j'ai payée très cher. Nous rentrions vers Beyrouth. Hassem dormait profondément, épuisé par des nuits de veille avec Arafat. Et moi, tout d'un coup, je n'ai que 2 secondes, comme font les photographes, pour saisir la photo symbole qui me fascinait tellement, à savoir une Mercedes blanche, un comité nuptial qui, à grand renfort de klaxon, voulait dépasser un tank de fédayines armés jusqu'aux dents. Alors, je regarde Hassem, je dis, je vais quand même pas le réveiller pour une chose si bête. Je saisis mon appareil et très vite, j'essaye d'attraper avec mon grand angle les 2 choses. Le cortège des mariés, avec la mariée avec son tulle blanc qui dépassait la mort pour montrer que la vie et l'amour étaient plus importants que la guerre. Lorsqu'il se réveille alerté par le bruit de Nikon, il est trop tard. Il me dit, tu profites de mon sommeil comme une espionne pour photographier des objectifs stratégiques. Il déchire mes cartes de presse en 1000 morceaux. Je suis faite prisonnière. Et mes amis, les Palestiniens, sur mon passage, disent « c'est une espionne israélienne ». À côté de moi était assis le groupe de prisonniers israéliens aux yeux bandés qui allaient être aussi interrogés. À côté, on entendait des bruits de torture. Nous devions être exécutés le soir venu. Alors que je n'avais jamais vu la mort de si près, cette fois-ci, j'avais tout le temps de voir ma mort venir. Puisque d'habitude, la mort, lorsqu'elle arrive, le photographe n'a pas le temps de la voir. Et tout d'un coup, par un miracle, à minuit, on m'arrache mon bandeau et l'on m'annonce que je suis libérée. Depuis ce jour-là, j'ai récupéré le sens de la couleur. Paradoxalement, le fait d'avoir côtoyé la mort de si près fait que, comme un torero titubant sortant de l'arène, je me sens doublement vivante. Cette nuit, ma dernière nuit dans Beyrouth, que j'adore, j'ai fait des rêves magnifiques. Ma grande amie, immense photographe Irina Ionesco, à qui je le raconte, me dit « Mais chérie, pourquoi ne photographierais-tu pas toutes ces images oniriques dont tu m'as parlé ?» Et je me jure que pour chaque photo de deuil que j'ai prise dans ma vie,
j'exposerai des images de paix et qui seront aussi un hymne à la vie. Je dis toujours que Goya, qui était tellement avant-gardiste, s'il vivait aujourd'hui, aurait été photographe. Voilà, c'est évident que ça a dû m'inspirer petite pour les photos de guerre. Et comme dans Goya, dans mes photos de guerre, il n'y a pas de flot de sang rouge. Il y a plutôt beaucoup de noir. Parce que j'ai toujours fui le sensationnalisme. Donc je déteste ces photos de corps dépecés qui nagent dans le sang. C'est pour ça que j'ai choisi le noir et blanc pour la guerre. Et lorsque je reviens à Madrid, la ville de mon enfance, à chaque retour de reportage, pour exorciser la douleur, je fais ces photos au baroque en couleur. Bueno, a ver cómo vas a quedar como un icono rusa o un personaje de Goya. Estos pelitos no. Bueno, attends, j'avais... Sí, pero esos pelitos no. ¿Dónde está el otro negrito? J'ai envie de te mettre ça. Voilà. Voilà. Le moment de grâce est arrivé. 1, 2, 3. Ah oui, c'est très joli. J'ai de la chance d'avoir un modèle aussi merveilleux. Voilà. Il y a un univers commun qui est au-delà justement de cette baroquisme, de la movida des années 80. Il y a un sens du drame, il y a quelque chose de très noir, il y a une sorte de pathétisme, le mot n'existe pas, mais c'est assez ça, qui nous a rapprochés au-delà de la tauromachie. C'est tout ce que son histoire contient de bien plus dramatique que la mienne, mais on partage en tout cas des angoisses en commun et puis des rites, j'imagine, qui sont très païens, parce que je pense que la religion, il y a de la religiosité, il y a quelque chose de sacré dans son travail, et peut-être un peu dans le mien, et dans tout ce qui nous fascine, que ce soit tout ce qui entoure le monde de la corrida, le monde des églises, des choses très intemporelles, très violentes, qui remonte un peu à la nuit des temps. Mais c'est un univers qui est aussi noir que sang et or, quoi. Les femmes et les hommes, c'est terrible à dire, mais aiment voir l'homme s'affronter non pas à l'animal, mais à la mort. Et je l'ai vu lorsque le taureau fait mine d'approcher le torero et qu'il y a un danger, les femmes ont des cris d'effroi
mais de plaisir aussi. C'est le plaisir qui est toujours lié, comme en Espagne, au Mexique, amour et mort, amour-passion. Tu frises la mort et quand tu ressors, si tu en réchappes, tu es doublement vivant.